Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle rétro série Prez où il sera question aujourd'hui d'une série que j'aime beaucoup mais qui hélas n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Misfits of Science, les inadaptés de la science, plus connus chez nous sous le nom de Superminds. Et si vous me connaissez, déjà ça commence mal. J'ai déjà dit, mais je ne comprendrai jamais et je serai toujours dubitatif face à ces changements de nom où un titre anglais est remplacé par un autre titre anglais. À la limite, traduisez-le, Mais bon, allez, passons. La rétrospective sera divisée en deux parties. Dans la première, il sera question des origines de la série, de sa réalisation, de son histoire. Et dans la seconde, je détaillerai un peu plus, en rentrant dans le vif du sujet et en m'intéressant plus directement aux épisodes, aux personnages, ainsi qu'à leur interprète. Misfits of Science est une série de super-héros à problème que Marvel n'aurait pas renié. Elle a été diffusée en 1985 et est composée de 15 épisodes de 45 minutes et d'un pilote de 90 minutes. On y retrouve Billy Hayes qui travaille pour un laboratoire privé, Humanidyne. Il bosse dur et résout des affaires plus ou moins fantastiques avec une équipe de marginaux. Le docteur Elvin Lincoln, géant capable de rapetisser, Johnny B, rocker chargé d'électricité, et Gloria, jeune rebelle télékinésiste. Voilà pour le pitch. C'est une création de James D. Parriott, auteur, réalisateur, producteur, duquel vous avez sans doute vu au moins une série parmi les nombreuses sur lesquelles il a travaillé. Allez, quelques exemples. Les forces dévastatrices qui, à la moindre contrariété, se déchaînent en lui. Séries pour lesquelles il a écrit. Et puis plus récemment, il a travaillé sur Grey's Anatomy, Sons of Anarchy, ou encore Ugly Betty. Ouais, que des trucs en I, enfin en Y. Donc en 1984, le directeur des programmes de NBC, Brandon Tartikoff, souhaite surfer sur le succès de Ghostbusters en reprenant un peu les ingrédients qui ont fait le bonheur des téléspectateurs. Des phénomènes fantastiques, une équipe de marginaux, un leader charismatique ressemblant à Peter Venkman, plus jeune, un peu d'action et une bonne dose d'humour. Alors Brandon Tartikoff, c'est pas n'importe qui, c'est une légende, du moins ça l'est devenu par la suite. Producteur de télé décédé assez jeune en 1997, il est derrière des séries comme Alf, Le Cosby Show, Deux flics à Miami, K2000, Remington Steele, L'Agence Touriste, et bien d'autres. Ça veut dire que quand Brandon il parle, on l'écoute. Et Brandon, il a beau avoir un prénom de Beverly Hills, il veut une équipe avec des gens qui ont du talent. Et pour ça, il va aller chercher le petit James, qui au début était plutôt réticent, car il sortait de Super Jamie et de l'incroyable Hulk, et il ne voulait pas trop revenir sur des séries un peu similaires avec des héros. Et puis finalement, il a dit oui. Le challenge l'intéressait. La première mission de James était donc de réunir l'équipe, les acteurs bien sûr, mais d'abord l'équipe de production, ainsi que les scénaristes. Il embauche alors Donald Todd qui débutait à l'époque. Il avait alors juste écrit pour 2 épisodes de The Twilight Zone. Après, on le retrouvera sur Alf, C'est à moi que vous parlez. Ugly Betty Vous voulez de moi? ou encore This Is Us. Cette série est vraiment mauvaise. Tout est factice. J'arrête. Bon, aujourd'hui, ils savent plus trop combien d'épisodes avaient été commandés, Alors que moi, je sais. parce que j'écris la rétro, et ils en ont donc réalisé 16. Et c'était pas facile, car l'équipe était très restreinte. En plus de nos deux Gus, il y avait en plus Murray Rubinsky, peu connu et qui a ensuite bossé sur Highlander la série. Ce qui nous fait 3 personnes, peut-être bien 4, c'est peu même pour l'époque. James leur explique alors la structure qu'il compte utiliser pour chaque épisode, en 4 actes, ce que ne savait pas faire Donald qui en plus d'être un canard, voulait écrire pour des sitcoms. Et puis ce petit trio part à la recherche des Misfits. Dean Paul, Kevin Peter Hall, Mark Thomas Miller, Jennifer Holmes et Courtney Cox qui débute. J'en reparlerai dans la deuxième partie. À ces acteurs, il faut ajouter la secrétaire Miss Nance, jouée par Diane Civitakari, et puis ensuite débarque Max Wright, plus expérimenté que le reste de l'équipe, plus professionnel, et que vous connaissez pour ce rôle dans la série Alf. Salut Willy. Alf. Willy. Alf. Willy. L'équipe est donc prête à tourner le pilote, et c'est James qui en assure la réalisation. James D. Parriott le rappellera plusieurs fois, la similitude de ton avec Ghostbusters était intentionnelle et voulue, notamment par Brandon. Dean Paul avait tout du Dr. Venkman, en plus jeune, même bagou, même intelligence, même maladresse, et Miss Nance faisait penser à Janine évidemment. L'autre influence évidente qui revenait était les 4 Fantastiques, car même si je compte Jennifer Holmes dans l'équipe, elle avait un statut un peu à part. Et en réalité, le noyau dur des Misfits, c'était 4 personnes.
La musique est un mélange de deux époques, très rock d'un côté et très contemporaine des années 80 de l'autre. À cela s'ajoute une partition originale et un générique remarquable. Le thème du générique était toute une histoire et plutôt fraîche pour l'époque. Normalement, les émissions du moment étaient assez conservatrices, succession de plans classiques et présentation des personnages en action ou tout sourire. L'équipe, elle, décide d'innover. Et on commence avec un gars qui chante classiquement au piano. En l'occurrence, Bobby Short, qui n'est pas un inconnu à ce moment-là. On le voit dans le cadre d'une petite télé. Et puis d'un coup, le mec qui regarde la télé, il s'énerve. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Johnny B. Et il donne un coup de converse dans la télé. Et bam, nouveau générique, hyper nerveux. Eh bien cela, ça va peut-être vous faire marrer, mais c'était assez controversé à l'époque, car pas du tout dans les standards de la profession. Et ce générique, franchement, qu'est-ce qu'il est cool, il sent bon les années 80. Eh bien ce générique, c'est l'œuvre de Basil Poledouris pour la compo, et Steve Schiff pour les paroles. Et Basil, lui aussi, ce n'est pas n'importe qui, car avant Misfits, il avait fait 7 bandes originales. Et puis après, il a fait celle-ci. Et puis celle-ci. Quant à Steve Schiff, c'est un musicien parolier qui était guitariste d'un groupe appelé 1994 dans lequel chantait une certaine Karen Lawrence. Et c'est Karen Lawrence qui interprète également le générique. Mais si ce générique est mythique, ce n'est pas le seul générique. Il a été diffusé pour l'ensemble des épisodes de 45 minutes, mais l'épisode pilote a eu le droit à un autre générique, intitulé She Blinded Me With Science, et interprété par Thomas Dolby. Et cette chanson n'est pas une création originale pour la série, elle a été sortie quelques années plus tôt. Au gré des épisodes, des morceaux de bande originale ou d'autres séries sont également utilisés comme le flic de Beverly Hills, ou encore des musiques cultes comme Hey Jude des Beatles, et bien sûr, Johnny B. Goode de Chuck Berry, idole du Misfits, rocker de la bande. Mais ça, j'y reviendrai. Qui dit série avec personne disposant de pouvoir, dit effets spéciaux. Et donc, en plus des trucs un peu traditionnels, genre les explosions, il fallait gérer 3 pouvoirs. L'électricité et la super vitesse, la télékinésie, le rapétissement. Ouais, je dis rapétissement parce que je dis ce que je veux, c'est ma vidéo. De l'aveu de l'équipe, la télékinésie était la plus simple à mettre en œuvre. Des effets sur Gloria en alternant images normales et négatives, et du fil de pêche pour la lévitation. Le rapétissement était géré par un montage ingénieux et par l'usage de fond bleu. Le plus souvent coupé dès le début de la scène, après que Elvin ait touché sa nuque, pour tourner la caméra vers son interlocuteur qui baissait alors les yeux. Technique habile. Le pouvoir de Johnny B, c'était une autre histoire. D'autant qu'il en avait plusieurs, lui. Les éclairs, le magnétisme et la vitesse de course. Personnellement, c'est cette dernière que je préférais. Le speedrun. Avec l'image rémanente ultra stylée accompagnée du whoosh, si emblématique. Écoutez ça. Franchement, la classe, non? L'animation électrique est dessinée à la main par superposition d'effets bleu-froid sur des images en prise réelle. Processus que l'on retrouvait sur la série Ottoman, que je vous conterai un jour. Et cette technique n'est pas utilisée sans raison, car derrière les effets spéciaux, on retrouve un certain Craig Clark à ses débuts. Et justement, le bonhomme s'était déjà fait la main quelques temps auparavant sur la série Ottoman. Plus tard, il travaillera sur Forrest Gump, The Mask ou encore Godzilla. Au final, un épisode coûtait quand même plus d'1 million de dollars, même 1,5 pour l'épisode 3. C'était pas une petite somme pour l'époque. Bon, tout cela est très kitsch aujourd'hui, ça peut même faire sourire. On voit très bien les défauts de certains effets spéciaux, de certains décors, mais je trouve que ça garde son charme. Et moi, je trouve que les effets électriques de Johnny sont encore très bien réalisés. Le truc le moins bien réussi, c'est le pouvoir de rétrécissement. L'incrustation sur fond bleu est pas folle, mais encore une fois, ça garde son charme. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai en détail sur les pouvoirs des personnages dans la seconde partie. La série est diffusée pour la première fois sur NBC le 4 octobre 1985. Mais bon, le succès ne fut pas vraiment là, et comme la série coûtait cher, elle fut annulée en cours de saison. Comme beaucoup de séries de l'époque au final. Manimal, Tonnerre Mécanique et bien d'autres, elles ont supporté les mêmes frais.
Dans l'épisode Lost Link, un homme primitif traverse la moitié du pays pour déposer un objet dans une navette qui doit partir dans l'espace. Sauf que lorsque l'épisode a été rediffusé au début des années 1986, il y a eu le drame de l'explosion de la navette Challenger, la même semaine tuant 7 astronautes. Un événement avec un très mauvais timing qui a marqué les auteurs qui en reparleront plusieurs années plus tard. La navette est totalement pulvérisée. Une partie du public vient de comprendre. L'une des deux fusées d'appoint continue une course désormais folle. La série débarque à la télé française le 27 octobre 1986 sur TV6, avant d'être diffusée sur la 5 à partir du 30 juillet 1987. Et personnellement, c'est lors de sa rediffusion sur la 5 que je l'ai connue. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est typiquement le genre de série où non seulement on avait l'impression qu'il y avait plein de saisons tellement tu la voyais tourner en boucle, mais en plus quand tu décrochais un temps de la télé et que tu la retrouvais par hasard lors de ses multiples rediffusions, je ne sais pas pourquoi tu retombais toujours sur le même épisode. Moi c'était celui avec l'homme primitif. Lors de sa première diffusion sur TV6, la série s'appelait Les Misfits de la Science. Bon, pourquoi pas, on mélange le français et l'anglais. Et c'est quand elle est passée sur la 5 qu'elle est devenue Superminds, et là, allez savoir pourquoi. Ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert le vrai nom, Misfits, ce qui m'a fait tilter car pour moi, Misfits, c'était ça. Nous les Misfits, on est les meilleurs. Oui, nous les Misfits. Les Misfits, on va faire un malheur. J'aime, mon nom c'est Jen, et pour tout ce que j'aime. Pas du tout le même univers. Si vous aimez bien les séries anglaises, Misfits peut aussi vous faire penser à une autre série de 2009 venant donc du Royaume-Uni. En effet, dans cette série, on retrouve 5 jeunes marginaux délinquants qui ont tous un pouvoir particulier. Le lien avec Superman n'est créé qu'avec le nom, et même si la série est plus trash, on est quand même dans cette même logique d'anti-héros à problème, mais remis au goût du jour. Dans cette série, vous retrouvez des acteurs comme Robert Sheehan, vu dans Mortal Engines ou Umbrella Academy. Vous retrouvez également Iwan Rheon, l'odieux Ramsay Bolton de Game of Thrones, ou encore Antonia Thomas de Good Doctor. Pour continuer dans les noms bizarres, en Allemagne, ils ont appelé ça les super-héros. Original. Pour le pilote tout du moins. En Chine, c'était les Incroyables. Les scientifiques rebelles en Argentine. Court-circuit au Brésil. Alors là, je sais pas pourquoi. Les phénomènes de la science en Catalogne, ce qui est plutôt pas mal, ou encore les inadaptés en Italie. Faites votre marché, il y en a pour tous les goûts. Évidemment, 40 ans plus tard, la série a vieilli pour plusieurs raisons. Elle est très ancrée années 80, donc il faut aimer l'époque, ce qui est mon cas. Elle manque de rythme et traîne quelques longueurs, et les effets spéciaux sont un peu dépassés. De plus, on ne peut pas dire que les scénarios brillaient par leur originalité, et pour cause. L'équipe travaillait souvent à l'arrache, des structures d'histoire étaient modifiées pour être jouées le lendemain même, c'était pas facile. Et puis il n'y avait pas les batteries de scénaristes comme il peut exister aujourd'hui. De plus, comme la plupart des épisodes sont des parodies ou des pastiches de films connus, eh bien ça laisse un sentiment de déjà-vu. Mais ça se regardait, c'était sympa, sans violence, sans sexe, bon enfant quoi. Et pour moi, elle garde indéniablement des atouts qui font d'elle une série culte. Notamment grâce à ses personnages très attachants. À l'époque, les séries de héros mettaient en scène des personnages sans réel défaut. Regardez Michael Knight dans K2000 ou Steve Austin dans L'homme qui valait 3 milliards. Ils sont parfaits ces gens-là. Dans Misfits, ce n'est pas le cas. Billy est brillant, mais il est complètement désorganisé et maladroit. Moins de degrés. Bon, j'avoue que, en fait, bouffer dans un hamburger, c'était pas chez Maxime, mais c'est pas ma faute si chez Maxime, ils avaient oublié la réservation, hein, quand même. Elvin a un pouvoir utile, mais il est particulièrement complexé par sa taille. 2m14 et d'être incapable de jouer au basketball, tu te rends compte de l'humiliation? Je suis un scientifique parce que je déteste être grand. Être grand, là. Johnny est sans doute le plus puissant, le plus cool, mais il est aussi très fragile. Le contact avec l'eau est terrible, voire mortel pour lui. C'est l'eau qui t'a fait ça? Ouais. Gloria a un pouvoir télékinésique de malade, mais elle a peur de l'utiliser. Et globalement, les personnages sont bien ancrés dans la réalité. Les deux docteurs doivent gérer la lourdeur administrative de leur boîte et les déconvenus qui vont avec. Johnny est un marginal solitaire, du moins au début, il vit au jour le jour, et Gloria est une adolescente délinquante suivie par une assistante sociale. On est loin des héros à la Superman, hein. Il y a un vrai côté marvelien dans tout ça. Et même leurs pouvoirs, aussi cool soient-ils, sont souvent prétexte à des situations loufoques qui les perturbent. Prenons Johnny. C'est cool l'électricité, hein. Mais quand il est trop chargé, il devient un aimant humain. Tous sont des phénomènes, des laissés pour compte, des misfits. Et leur développement est super bien réalisé. Chacun a ses doutes, ses bons moments comme ses mauvais. Et ils sont tous, sans exception, ultra attachants. Et ce côté attendrissant est renforcé par l'aspect très famille de l'équipe. Au-delà de ça, le côté loufoque et farfelu de la série garde un certain charme. Le labo est propice à toutes sortes d'expériences foireuses. Gros lapinou. Gros lapinou. Hein? Petit lapinou. Petit lapinou. Non mais... c'est pas le progrès. Franchement, on passe un bon moment. Et pour moi, c'est typiquement le genre de série pas prise de tête du tout qui me manque. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous quitte et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie dédiée aux personnages et à l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous.